Pendant la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où les avions de chasse étaient petits, aérodynamiques, légers et maniables, il y avait au milieu des Spitfire, des Messerschmitt et des Mustang, un chasseur énorme avec un nez étrange et une forme bizarre. Il était à peu près 2 fois plus lourd que les autres et on l'appelait le Jug, le pot, car posé sur son nez, il ressemblait effectivement à un pot. Le Republic P-47 Thunderbolt n'est apparu que tard dans la guerre. Sa conception tenait compte de ce qui s'était passé au début du conflit en Europe, pendant les batailles aériennes de Pologne et de France. Malgré son arrivée tardive, c'est encore aujourd'hui le chasseur américain construit au plus grand nombre d'exemplaires. Il était rapide, il était solide, et même très endommagé, il pouvait encore voler. Sa puissance de feu était redoutable. Le P-47 était le dernier de toute une série d'avions fabriqués par Seversky Aircraft Corporation, une société dirigée par 2 immigrés russes, Alexandre Seversky et Alexandre Kartveli. Au moment de la sortie du P-47, la société s'appelait Republic Aircraft Corporation, Seversky l'avait quitté, mais les origines du P-47 remontent à 1931. Quand Alexandre Seversky est arrivé aux États-Unis, c'était déjà un pilote et un fanatique d'aviation. Son père avait été le premier pilote privé propriétaire de son appareil du temps des tsars, et Alexandre, lui, s'était distingué dans l'armée de l'air impériale pendant la Première Guerre mondiale. Il était venu aux États-Unis en 1917 comme membre d'une mission aéronavale. Il y est resté après la Révolution et a travaillé pour l'Air Force. En 1922, avec l'argent de la vente de brevets au gouvernement américain, il fonde une compagnie d'aviation et il crée Seversky Aircraft Corporation en 1931. Après l'arrivée de Kartveli, la société, spécialiste du moteur en étoile refroidi par air, les a développés sur des appareils qui ont dominé le trophée Bendix dans les années 30. Les victoires de Jackie Cochran sur Seversky ont donné à la société une bonne image. Les avions Seversky étaient connus pour leur rayon d'action et leur vitesse de croisière relativement élevée. Ils faisaient partie des appareils les plus rapides de cette époque et quand la plupart des avions de poursuite de l'armée plafonnaient à 320 km/h, Jackie Cochran crée l'événement au National Air Show de 1937 avec un record de 500 km/h. Seversky lui-même, suite à un accident, renonce à participer à ces courses, ce qui rassure le gouvernement américain, qui craignait que sa compagnie ne s'écroule s'il se tuait. L'intérêt que le gouvernement lui portait n'avait rien d'étonnant. L'armée avait acheté son premier Seversky en 1935, un BT-8, un avion d'entraînement développé à partir du XBT, un biplace. Le Seversky 1XP a joué un rôle plus important dans le développement du P-47. Il a servi de base au P-35, le premier avion de poursuite vendu par Seversky et le premier chasseur américain à train d'atterrissage rentrant. Le P-35, qui était en avance sur les autres chasseurs américains, s'est retrouvé dépassé par le développement d'appareils britanniques et allemands. Il était sous-motorisé, donc trop lent, malgré une très bonne maniabilité et un très bon rayon d'action. Mais la compagnie a signé un contrat pour le développer avec un moteur turbo-compressé. Le YP-43 était une solution transitoire qui a permis de maintenir la chaîne de fabrication pendant l'étude du P-44, qui ne sera jamais construit, et ensuite du P-47. Le P-43 et le P-35 ne se sont guère montrés très efficaces. Comme le P-43, le P-44 a été construit autour d'un moteur en étoile turbo-compressé. Il avait à peu près la même taille que les autres chasseurs de cette époque, mais comme ses 2 prédécesseurs, il avait 2 points faibles, son blindage de protection et sa puissance de feu. Kartveli et son équipe se dépêchaient pour remonter au niveau du reste du monde. Ils avaient entrepris l'étude d'un nouvel appareil, nom de code P-47, conçu autour d'un gros moteur à refroidissement liquide, et ses plans sont soumis au Airboard en août 1939.
15 jours plus tard, l'encerclement de la Pologne par Hitler se transforme en guerre sauvage et les ingénieurs américains s'aperçoivent que leur conception est complètement inadaptée. Hitler et ses généraux étaient équipés pour mener une guerre éclair moderne. L'essentiel de leur armée était encore à cheval et complètement dépassé, mais les coups portés par les chars allemands et la domination aérienne de la Luftwaffe vont suffire pour écraser les défenses polonaises. Les États-Unis disposaient de très bons bombardiers stratégiques tels que le B-17, mais ils étaient très en retard dans le domaine de l'aviation de chasse. En apprenant le bombardement des villes par les Allemands au début de la guerre, les États-Unis ont eu très peur car ils étaient incapables de répondre à de telles attaques avec les appareils dont ils disposaient. Tous les projets que recevait l'armée américaine étaient conçus comme le P-47 autour des nouveaux moteurs à refroidissement liquide. Mais ils n'étaient pas encore au point et par prudence, l'armée était à la recherche d'un projet à moteur en étoile car eux, ils avaient fait leurs preuves. L'existence d'un nouveau moteur en étoile géant de 2000 chevaux a poussé Kartveli dans cette voie. Il a véritablement conçu un avion autour de ce moteur avec l'entrée d'air de son énorme compresseur intégré dans son fuselage. Théoriquement, cet avion pouvait voler très vite. L'objectif était 750 km/h et à haute altitude. Il devait être équipé de 8 mitrailleuses lourdes installées dans ses ailes. Le premier P-47 sort le 6 mai 1941. Le P-47 avait des défauts de jeunesse. Plusieurs appareils seront perdus suite à des pannes moteurs, mais aussi parce que les liaisons entre son moteur et sa cellule avaient du mal à résister aux vitesses atteintes. Sa production et son développement vont donc se poursuivre en parallèle. Les modèles C et D sortent tous les deux fin 42. Il y a encore eu des crashs, mais le P-47 avait bel et bien atteint, voire dépassé certains de ses objectifs. Par exemple, il volait à 700 km/h et sa puissance de feu ne faisait aucun doute. Il était parfaitement adapté au rôle qui lui avait été assigné, attaquer et détruire les bombardiers ennemis. Une fois les problèmes de mise au point réglés et dès la mise en service des premiers appareils, on a eu besoin des P-47 pour tout à fait autre chose, pour escorter les bombardiers qui opéraient au départ d'Angleterre. Un peu partout en Angleterre, des équipes civiles de mécaniciens et d'ingénieurs montaient les avions qui arrivaient des États-Unis en pièces détachées. Mais très vite, ils vont devoir en plus réparer les avions endommagés au combat. Le premier appareil est déchargé quelques jours avant Noël 42. L'évaluation opérationnelle démarre aussitôt et des plans sont élaborés pour en équiper 3 groupes de chasse. Ce gros chasseur ne faisait toujours pas l'unanimité. En le testant contre des avions allemands capturés, on va lui découvrir un seul avantage, sa vitesse. En termes de maniabilité et d'accélération, les avions allemands lui étaient supérieurs. En plus, son rayon d'action était insuffisant pour escorter les bombardiers jusqu'en Allemagne. Mais en l'absence d'un autre appareil mieux adapté, on va tout de même se servir des P-47 pour escorter les bombardiers pendant leur raid. La première sortie opérationnelle d'un P-47 dans le ciel français a lieu le 8 avril 1943. Il y aura encore pas mal de pannes mécaniques et de pertes d'appareils, mais les pilotes vont s'habituer à leurs nouveaux chasseurs, dont ils appréciaient de plus en plus la résistance, la vitesse et la puissance de feu.
Des réservoirs extérieurs supplémentaires vont accroître son rayon d'action. La mise en place rapide de tactiques destinées à exploiter son avantage de vitesse va faire du P-47 un appareil capable d'égaler, voire de dominer les Messerschmitt et les Focke-Wulf. Les P-47 se relayaient pour escorter aussi loin que possible les bombardiers en route vers l'Allemagne et pour les rejoindre sur leur chemin de retour. Au fur et à mesure qu'il y en avait de plus en plus dans le ciel, les Anglais et les pilotes de la Luftwaffe se sont habitués à celui qu'on appelait le Jug, le pot en français. Les bombardiers avaient été conçus pour pouvoir se défendre eux-mêmes avec leurs grosses mitrailleuses. Mais c'était une erreur d'avoir pensé qu'ils pourraient répondre seuls aux attaques. Le besoin de chasseurs pour attaquer les chasseurs ennemis n'avait pas été bien pris en compte. Le début de la campagne de bombardement s'est soldé par de lourdes pertes. Et même protégés par la chasse, les gros bombardiers sont restés vulnérables. Cependant, même si cela peut paraître dur, la poursuite de la campagne a lentement mais sûrement produit ses effets, car les Allemands étaient incapables de supporter le même niveau de pertes, que ce soit en vies humaines ou en matériel, que les Alliés. La poursuite du bombardement de ces usines et de ces infrastructures a accéléré la chute de l'Allemagne. Au moment de ce raid sur Emden en septembre 1943, les hommes à bord de ces avions alliés étaient moins préoccupés par ces effets à long terme que par la menace immédiate des chasseurs allemands. La tactique allemande était d'attaquer les bombardiers sans affronter, dans la mesure du possible, leurs chasseurs d'escorte. Cela convenait aux Thunderbolt, capables de voler à haute altitude. Ils patrouillaient au-dessus des formations de bombardiers et pouvaient piquer pour intercepter les attaquants. Quand un Thunderbolt avait pris de la vitesse en piquant, il ne restait plus grand-chose à faire. La tactique utilisée par les Allemands contre les Spitfire, dégagés en piquant, tournait à l'avantage des P-47, et les nazis ont appris à leurs dépens qu'il n'y avait aucune façon d'échapper à celui qui était surnommé le pot. L'offensive de bombardement stratégique a continué sans répit en 1943 et 1944. La tactique s'est affinée et les nazis avaient de plus en plus de mal à y résister. Ils perdaient beaucoup d'avions, leurs pertes en pilotes devenaient insoutenables. Ils perdaient leurs as. Le nombre de vétérans d'Espagne, de Pologne, de France et de Russie encore vivants ne cessait de diminuer. En plus, leurs appareils ont fini par être dominés,
d'abord par les Spitfire et les Hurricanes anglais, et ensuite par les nouveaux appareils américains. Pire, les Allemands étaient incapables de remplacer leurs appareils par des meilleurs. Les modifications permanentes du Messerschmitt 109 en ont fait un appareil de plus en plus lourd et de moins en moins efficace, et le FW 190 commençait à avoir fait plus que son temps. Les Allemands disposaient d'un atout avec les chasseurs à réaction, mais la méfiance de Hitler et un manque de prévoyance les ont fait négliger le potentiel d'appareils tels que le Messerschmitt 262. En 1943 et 1944, la Luftwaffe n'a cessé de s'affaiblir. Les Allemands en sont arrivés au point où ils n'étaient plus maîtres du ciel en Europe et où ils ne contrôlaient même pas leur propre espace aérien. À cette époque, les pertes de bombardiers alliés étaient encore très lourdes. Les théories du commandement, selon lesquelles la situation était encore pire chez l'ennemi, n'étaient pas d'un grand réconfort pour les équipages de B-17. Les Thunderbolt aussi se sont fait malmener, mais à la différence des chasseurs à refroidissement liquide qui pouvaient être abattus facilement avec un impact mineur sur leur canalisation de refroidissement ou leur radiateur, les P-47, eux, se sont révélés très difficiles à descendre. Avec le blindage autour du pilote et sans système de refroidissement, les Jugs se sont montrés capables de continuer de voler, même gravement touchés. Mais ils avaient un point faible, l'emplacement de leur réservoir qui avait une fâcheuse tendance à prendre feu. Leurs pilotes devaient rapidement sauter en parachute quand un réservoir était touché. Les bombardements de villes allemandes ont obligé la Luftwaffe à contrer les bombardiers avec toutes les armes dont elle disposait. Mais le pilonnage du Reich rendait de plus en plus difficile la production de matériel de guerre.
Comme un grand nombre de P-47 rentraient de leur mission de support de bombardement avec leurs munitions, on a eu l'idée d'utiliser au mieux cette puissance de feu sur le chemin du retour. On a même légèrement raccourci leur temps d'escorte pour qu'il leur reste suffisamment de carburant pour des raids de mitraillage. Leur principale cible était les voies ferrées et les terrains d'atterrissage allemands. La Luftwaffe s'est retrouvée clouée au sol et on a de plus en plus considéré le P-47 comme un appareil d'attaque au sol. Dans le Pacifique, la bataille aérienne avait commencé par un succès surprenant des Japonais. Les États-Unis avaient dû reconnaître l'importance qu'il y avait à disposer de la supériorité aérienne. Ils se sont servis de leur énorme avantage matériel pour installer toute une série de terrains d'atterrissage dans l'Empire japonais, avec comme but final le Japon lui-même. La sécurité des bases US était garantie par l'incapacité des Japonais à égaler en qualité et en quantité les avions américains. La puissance économique de l'Amérique s'était transformée en force militaire impossible à arrêter. La plupart des missions se faisaient sur de très grandes distances. Les JUG n'étaient pas les avions idéaux pour ce type de mission et on va leur préférer les P-38 et plus tard les P-51. Mais un grand nombre de Thunderbolt a tout de même été utilisé dans le Pacifique et ils y ont joué un rôle important dans certaines campagnes. Ils ont surtout servi d'appareils d'attaque au sol, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. En équipe, avec des Lightning, ils ont fourni un appui tactique d'une grande précision dans les combats pour la conquête des îles. Les équipes au sol ont toujours aimé les Thunderbolt. Ils étaient solides et supportaient des conditions d'utilisation difficiles. Le constructeur avait pensé à leur entretien et avait tout fait pour le simplifier au maximum. Il n'était bien sûr pas parfait, mais cela concernait plus les pilotes que le personnel au sol, qui les appréciait beaucoup. Une de leurs missions les plus connues a été leur participation à la bataille des îles Mariannes dans le Pacifique. À la fin du mois de mai 1944, des P-47 du 318e groupe de chasse, stationnés sur la base Bellows, se préparent à rejoindre Pearl Harbor, où ils vont atterrir à côté des docks.
Du terrain d'atterrissage, on les faisait rouler jusqu'à des navires sur lesquels ils étaient embarqués. Les 3 escadrilles de Thunderbolt seront chargées et rangées dans le plus grand calme. Dans une autre partie du port, le premier convoi de la flotte d'invasion se préparait. Avec les troupes d'assaut, on embarque le 804e bataillon de génie d'aviation et tout leur matériel pour construire une piste d'atterrissage aussitôt qu'un site convenable serait pris et sécurisé. Il y avait aussi dans ce premier convoi un contingent de personnel au sol de P-47. Stationnés à Hawaï, ils avaient rejoint par mer les îles Marshall, où les navires d'invasion se rassemblaient. Retour à Pearl Harbor. Le dernier des chasseurs est chargé avec précaution alors que la deuxième flotte d'invasion se prépare à partir. L'invasion des Mariannes était une avancée majeure pour les Alliés. À partir de Saipan, de Tinian ou de Guam, ils seraient en position pour attaquer Okinawa ou Formose en contournant les Philippines et en neutralisant les importantes garnisons japonaises qui y stationnaient. Ils seraient aussi capables d'achever le blocus complet du Japon en le coupant de ses sources vitales d'approvisionnement en matières premières, en particulier en huile et en caoutchouc. Les Japonais ne pouvaient pas esquiver la bataille des îles Mariannes. L'enjeu était trop important. S'ils perdaient les Mariannes, les Japonais seraient obligés de reconnaître chez eux et à l'étranger qu'ils étaient battus. Ce n'était qu'une question de temps et de fanatisme. Le résultat ne faisait aucun doute. Le matin du 15 juin, les premiers Marines atteignent les plages de Saipan. Comme dans d'autres campagnes, les îles qui comptaient étaient celles qui avaient des terrains d'atterrissage. Saipan, Tinian et Guam. Saipan, avec 32 000 hommes, avait la plus grande garnison. Les Américains décident de l'attaquer en premier. Le 15 au soir, 20 000 hommes débarquent en face d'eux des Japonais décidés à se battre. La progression se fera dans le sang. Sur les plages, l'acheminement des hommes et du matériel s'accélère. Ensuite, l'essentiel du convoi va se placer à distance de sécurité quand la flotte japonaise essaye d'intervenir. Loin de la bataille sur l'île, les deux flottes de porte-avions se rapprochent l'une de l'autre. La bataille commence le 19 et la 5e flotte américaine, la flotte la plus puissante du monde, sous le commandement de l'amiral Francis, va infliger au Japon sa plus sévère défaite de la guerre. Pendant ce temps, à Saipan, les troupes d'invasion au sol se battent très durement contre les Japonais retranchés dans l'île.
Le 17 juin, la base d'Aslito est prise. Le 18, les Japonais sont repoussés assez loin pour que le génie se mette en place et commence la reconstruction. L'état de la base donnait une idée de la dureté des combats qui venaient de se dérouler. Elle avait été attaquée en permanence par les bombardiers et les chasseurs embarqués, et les troupes au sol avaient pris la relève avec la même dureté. On voit les débris des appareils japonais éparpillés. Le 20, ils en avaient déjà perdu 450. La plupart de leurs équipages avaient été tués. L'aviation japonaise ne s'en relèvera pas. Le génie a commencé par déblayer alors qu'il y avait encore un risque d'attaque japonaise. Ensuite, la reconstruction de la piste a commencé. Le 22 juin, 7 jours après le débarquement des premières troupes, la piste était prête et les 2 porte-avions vont se placer à 60 000 au large pour envoyer les Thunderbolts à terre. Inutile de dire que Carvelli n'avait pas conçu son gros chasseur en pensant à l'exiguïté d'un porte-avions. Par chance, il n'y avait pas besoin de les faire apponter. Il suffisait de les catapulter au rythme d'un toutes les 2 minutes. Tous les appareils seront catapultés et rejoindront leur nouvelle base qui avait été rebaptisée Hayley Field. En atterrissant, ils pouvaient voir la fumée de la bataille qui continuait de faire rage sur les collines à quelques kilomètres de là. Sitôt arrivés, ils se retrouvaient au travail. Les premiers appareils débarqués avaient réussi plusieurs attaques le jour même avant la tombée de la nuit. Les 4 mitrailleuses de 12-7 étaient installées à l'extérieur des ailes, au-delà des alvéoles pour les trains d'atterrissage.
elles étaient décalées à cause du système d'alimentation en munitions de leurs culasses. Comme sur la plupart des avions, le système d'armes était pratique, bien construit et facile à atteindre et à entretenir. Sur le Thunderbolt, les containers extérieurs pour des frappes tactiques étaient également faciles à charger. Les installations de roquettes avaient d'abord été mal conçues. Elles avaient aussi un problème de précision, mais tout cela a été rapidement résolu, rendant possible l'association d'un chasseur et d'une roquette. Le Thunderbolt n'était pas un très bon bombardier en piqué car il avait tendance à prendre trop de vitesse, mais il avait une bonne capacité d'emport et il pouvait transporter et larguer, en volant à grande vitesse et à basse altitude, 2 bombes de 500 livres avec une très bonne précision. À Saipan, les Thunderbolt ont été les premiers avions à utiliser une nouvelle arme, le napalm. Les bombes au napalm étaient construites directement sur l'avion en utilisant ses réservoirs extérieurs de carburant comme conteneurs. Le mélange de napalm et d'essence était envoyé dans les réservoirs et relié à un détonateur. Les chasseurs ont joué un rôle important dans le reste de la campagne de Saipan et dans celle de Tinian et de Guam. Les combats continuaient à Saipan début juillet, alors que les Japonais avaient déjà perdu plus de 26 000 hommes. L'invasion de Tinian commence le 23 juillet. Tout au long de cette campagne, les Jug vont faire des milliers de navettes entre leur base et le terrain de bataille. Ils apportent aux troupes au sol un soutien déterminant.
À Tinian, les Japonais avaient beau se battre comme ils pouvaient, ils n'avaient aucune chance de gagner. Les Thunderbolts avaient une maîtrise complète de l'espace aérien et ils pouvaient attaquer comme ils voulaient des garnisons assiégées. De leur base, le personnel au sol et les pilotes qui n'étaient pas de service avaient la chance exceptionnelle de voir les avions en action sur les défenses ennemies avec les mitrailleuses, les roquettes, les bombes et les bombes au napalm. La bataille des Mariannes a été un tournant dans la guerre. La démission du gouvernement Tojos le 18 juillet en est la preuve. Cette bataille a donné lieu à une des plus grandes opérations amphibies de la campagne du Pacifique. C'est aussi à cette bataille que le Japon est arrivé à rassembler pour la dernière fois sa force aéronavale. C'est aussi un exemple de l'intégration des JUG dans les plans de bataille de l'armée de terre. On retrouve l'importance de ce rôle en Europe à la fin de la guerre et en particulier avec la 9e Air Force. Dans la préparation du débarquement en Normandie, on a fait très attention à mettre en place un support aérien tactique d'appui-sol pour désorganiser les formations allemandes qui auraient essayé de se regrouper pour repousser les attaquants à la mer. Au début des opérations, il y a eu des problèmes de liaison entre les forces terrestres et les forces aériennes. Mais avec la mise en place d'un système qui permettait aux contrôleurs d'avoir un contact direct avec les chasseurs bombardiers en vol, les P-47 et les autres avions tactiques sont devenus une des meilleures armes des Alliés pour traverser la France et atteindre l'Allemagne. Dans la deuxième partie de 1944 et en 1945, le front a avancé. Il y avait toujours à proximité des bases en pleine activité pour l'appui sol des troupes. La campagne systématique contre la Luftwaffe s'est poursuivie. Les pertes d'appareils allemands au cours des raids stratégiques ou par des attaques au sol ont permis aux Alliés d'obtenir la suprématie aérienne totale en France et en Allemagne bien avant le débarquement. Les Thunderbolts ont été retirés des campagnes de bombardement stratégique à cause de leur rayon d'action et ils ont été remplacés par le Mustang P-51
qui avec son moteur Rolls-Royce Merlin a été un des chasseurs les plus efficaces de la guerre. En plus du soutien direct des troupes du champ de bataille, le P-47 a été impliqué dans la campagne de désorganisation du système de transport nazi. Ces attaques incessantes contre les routes et les voies ferrées ont freiné le mouvement des troupes et des chars vers le front et infligé de lourdes pertes aux réserves allemandes avant même qu'elles aient pu prendre position. Au fur et à mesure de la progression des Alliés contre la Wehrmacht, l'efficacité du support tactique s'est confirmée. La paralysie du système ferroviaire allemand a été un grand succès. Dans les villes allemandes, les bombardements tactiques qui arrivaient après une campagne de bombardement stratégique ont eu pour résultat la destruction complète de quartiers entiers. Les Alliés progressaient au milieu d'incroyables destructions. La Première Guerre mondiale avait donné lieu à des scènes de désolation comparables, mais uniquement dans l'espace relativement limité du champ de bataille. Ici, des pays entiers étaient dévastés. La production du P-47 s'est arrêtée en décembre 1945. En 4 ans, depuis son premier vol en 1941, on en a construit 15 683, un record pour un avion de chasse américain. Le nombre des Thunderbolt est la preuve de leur efficacité. Et leur utilisation tactique a ouvert la voie à un grand nombre de théories qui sont à la base de l'aviation militaire d'après-guerre. Les Thunderbolt étaient reconnus comme de bons avions tactiques. Mais d'une façon pour le moins ironique, les derniers, les modèles N, ont été conçus comme des chasseurs d'escorte à grand rayon d'action et utilisés avec les B-29 au Japon. Après la guerre, les P-47, comme la plupart des appareils de la Deuxième Guerre,
se sont retrouvés dépassés par le développement rapide des jets. Ils n'avaient plus leur place au premier rang de l'arsenal d'une grande puissance. Un certain nombre a été donné à des forces aériennes d'Amérique du Sud et quelques-uns sont restés en service au Pérou jusqu'en 1969. Les P-47 ont été impliqués dans une opération militaire pour la dernière fois à la Dominique en 1964. Pendant la Deuxième Guerre, les P-47 ont opéré 545 575 sorties, ce qui représente plus de 1 300 000 heures de vol en combat. Ils ont détruit plus de 7000 appareils ennemis, dont 3752 au cours de batailles aériennes. Une performance plus qu'honorable. Le P-47 était un gros avion qui avait du punch. C'était un des avions les plus extraordinaires de la Deuxième Guerre, mais certainement aussi un des avions les plus extraordinaires de tous les temps.